Ouais, ça marche bien. Très bien, donc toujours contente de vous retrouver. Et puis, qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? On l'a dit avec paf, pif, paf, pouf. C'était les divisions bipartites avec les valides et les non valides. Ouais, bravo, super. Eh ben, c'est génial, en effet. On a parlé de ça et on avait parlé un petit peu de la définition de la cognition valide. Vous vous souvenez de la définition? Vous la connaissez par cœur? Euh, Et c'est une connexion nouvelle et non erronée. non erroné, voilà. Ah, donc ça veut dire qu'une cognition inférentielle n'est pas une cognition valide. Si, si, c'est une connexion valide. Alors attends, nouvelle, Noël, mais Bible. Enfin, elle moi, je est l'aime. valide. Si, Ouais. euh, Est-ce qu'elle doit réaliser son objet, une elle cognition réalise son œuvre, valide? elle réalise son Ouais, objet, oui. Bah, très infaillible, j'ai pas bien. dit. Ah oui, j'ai dit non erroné, pas infaillible. Oui, c'était un Infaillible. Moi, j'ai Ah lapsus. dit oui, infaillible. oui. C'était un lapsus. Donc, en effet, une cognition nouvelle et infaillible. Ouais, les nouvelles. Parce que, est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on avait vu? On avait vu que, Oui, parce que les cognitions subséquentes ne sont pas des cognitions valides pour les autres cas. C'est une cognition parce que les Weber-Jika considèrent que les facultés, c'est aussi des cognitions valides, etc. Et donc, c'est pour réfuter ça. Et infaillible, elle doit réaliser son objet. Mm. Très bien. Donc, est-ce qu'on était à la moitié de la page 168, peut-être? Hein. Non, on avait vu ça. On avait vu les divisions terminologiques des autorités valides ou des cognitions valides. Ouais, on avait vu ça, je me souviens. Très bien. Et donc, on est en bas de la page 168. OK. Mais quel est le sens de cette réalisation nouvelle évoquée dans la définition d'une cognition valide? Elle n'implique pas que nous ayons affaire à un esprit ou une conscience qui réalise nouvellement quelque chose qui n'avait pas été réalisé par des moments précédents de conscience de même genre. Il ne s'agit pas, par exemple, d'une conscience visuelle qui réaliserait quelque chose qui n'avait pas été réalisé par les moments précédents de conscience visuelle. Par exemple, un téléphone. Par exemple, vous avez déjà vu ce téléphone, puisque je l'ai déjà utilisé comme exemple dans des classes, etc. Donc, vous l'avez déjà vu précédemment. J'ai pas ma tasse là, j'ai la tasse d'ici. Voilà, donc la tasse d'ici, peut-être que vous l'avez déjà vue. Alors là, vous la voyez par exemple. Là, je la cache. Très bien. Et là, vous la Mm. revoyez. Est-ce que quand vous la Mm. revoyez, c'est une condition valide ou pas? non. Parce que... Ah bah oui, puisque tu l'as caché. Si tu la... Exactement. Mais si tu la caches pas, non. Si je la cache pas, non. Exactement, c'est ce que la télépotier est en train de dire. Si une condition valide, c'était nouvelle et infaillible dans le sens nouvelle, il fallait que ce soit à chaque fois que la toute première expérience de cette tasse, c'est-à-dire quand vous l'avez vue la première fois, c'était une condition valide. Après, toutes les autres fois que vous la verrez, dans la semaine prochaine, la semaine d'après, etc., enfin, ça m'étonnerait que ce soit le cas, Mm. vous n'auriez plus de condition valide. Il faudrait que ce soit que le premier moment dans notre vie, on pourrait dire. Mais c'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Ça veut dire, en effet, quand on la revoit, c'est à nouveau une cognition nouvelle et infaillible. Ouais, ça joue? Mm. Parce que c'est Oui, plus je de... trouve ça vachement puissant comme idée parce que, Ouais. non, je parle toujours de mes pratiques et puis comme mes expériences, mais par exemple, une situation, j'ai l'impression que je la connais, une personne avec qui je suis en conflit ou quelque chose, et de me dire à chaque fois quand je vois, je recommence. Mhm. Et je n'ai Oui, pas de passé dans le genre, ah bah celui cette situation m'embête, ou même pareil quand c'est vachement beau finalement, ah bah c'est pas si beau que ça. Donc du coup, ça me permet à chaque fois de récaler ça mhm. sur une nouvelle phase, ou je sais pas comment je peux dire, mais de récaler quelque chose. Et c'est super puissant, notamment en situation de conflit, ou quand j'ai dit, Oui, ah mais ça c'est génial, que je suis complètement enthousiaste, et puis ça me brouille un peu l'esprit. Et finalement, je me dis, ah bah voilà, ça me permet hyper relativiser. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, oui, mais je trouve que c'est hyper puissant comme idée, quoi, ouais. Et ça dans la rejoint vie un réelle, petit quoi. peu ce que dit la Poitier quand il parle du fait que l'objet est nouveau à chaque fois. Voilà, c'est ça, Ça c'est rejoint super beaucoup puissant. ça. Ça veut dire qu'en effet, si on s'est embrouillé avec quelqu'un, etc., de toujours considérer que cette personne n'est plus du tout la même que la fois Ouais. dernière. Elle a changé. Donc, Mm. c'est bien de donner des nouvelles chances à chaque fois, sans Même Ah bien oui, nous, oui, oui. sûr se laisser bouffer par des on pourrait dire des personnalités un peu perverses, etc. Pas à chaque fois se laisser bouffer, se laisser piéger, etc. C'est-à-dire pardonner sans oublier nécessairement. Ouais. Mm. Donc toujours tirer des leçons des relations qu'on a, etc. Mais en effet, la Mm. personne est toujours nouvelle, d'une certaine manière. Et Mm. ça, c'est ce que va dire la Téline Potier. Donc ça rejoint un peu ce que tu dis, mais ce que tu dis, c'est déjà
encore un peu autre chose. Ah Mais oui. là, parce que lui, ce qu'il va dire, il va le réfuter. Alors que Ah toi, bon? c'est irréfutable. Donc, réalisation nouvelle ne peut pas non plus être entendue comme la réalisation d'un objet nouveau. Parce que dans ce cas, pour une perception directe sensorielle appréhendant une forme, par exemple, le second moment de cette cognition, qui n'est plus une cognition valide, mais une cognition subséquente, réaliserait nouvellement cette forme, puisque cet objet est nouveau à chaque fois. Ouais. Vu que cette tasse, même si je ne la cache pas, vous la regardez, elle change d'instant en instant. Ah Donc, elle oui, se ok. renouvelle d'instant en instant. Et donc, dans ce cas-là, on dirait, bah, on a nécessairement une cognition valide puisqu'elle se renouvelle d'instant en instant. Donc, c'est toujours une nouvelle tasse, d'une certaine manière. Ah La oui, tasse de ok. maintenant n'est nécessairement pas la tasse de tout à l'heure. Et donc, il va dire que non, c'est pas de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire le nouveau, ça veut dire c'est par son propre pouvoir. Ouais, ça, on l'avait déjà vu, donc ça, vous le connaissez par Mhm. cœur. Très bien. Et donc, il faudrait alors dire que tous les moments du continuum de conscience visuelle appréhendant une forme sont des cognitions valides, puisque chacun de ces moments réalise un moment nouveau de l'objet. Ouais, donc, ce n'est pas en effet ce que ça veut dire quand on dit nouveau. Mais par contre, c'est très, très utile quand on a des conflits, ou quand on est exalté par une situation, etc., de se dire oui, c'est nouveau maintenant, mais ça va changer, etc. Ouais, ça, c'est très utile. Mhm. Or, cela contredirait Acharya Dharmottara, qui a déclaré que les premiers moments de perception directe et de cognition inférentielle sont des cognitions valides, tandis que les moments ultérieurs sont des cognitions subséquentes. Ça, on l'avait déjà vu à la page 130. À la page 130, il y avait déjà une citation du Teden qui dit, voilà, la raison en est que Acharya Dharmottara dit dans le correct, dans le Teden, le premier moment d'une perception directe et d'une cognition inférentielle sont des cognitions valides, mais les moments suivants, qui ne diffèrent pas en leur manière d'être établis et de demeurer, donc c'est-à-dire qu'ils sont dans le même continuum tout simplement, et en sont des continuations, non plus le statut de cognition valide. Ouais. Donc ça, c'est ça qu'il est en train de dire quand il dit établi en termes de demeurer, etc. Le terme d'être établi et de demeurer, etc. Donc ça veut dire que c'est euh, la cognition visuelle qui réalise la tasse, ici, c'est un même continuum, tout simplement, parce que c'est le même continuum de la tasse. Et donc, ce que dit Acharya Dharmottara, c'est que les seconds moments, les moments ultérieurs de cette perception directe visuelle ne sont plus des cognitions valides, parce que c'est le même continuum. Par contre, si on Mhm. cache la Ok. tasse et qu'on la revoit, ouais, si on la revoit le lendemain, etc., ça va plus être le même continuum, il aura été interrompu. Ouais, donc c'est pourquoi à chaque fois qu'on la reverra de nouveau, ce sera à nouveau ouais, une perception directe valide, normalement. Ouais, ça Et le marche bien? continuum dans mon cerveau, c'est pas le continuum de la tasse, parce que Oui, la tasse, elle existe à part quand je la vois pas. Je veux dire. oui, exactement. Ça veut dire elle vit sa vie. Une fois qu'on Voilà, la elle vit voit sa vie, plus, donc elle a un elle vit sa continuum vie. ailleurs, ou je sais pas, voilà, Exactement. Tout à fait. Là, c'est dans le continuum, dans le sens où la tasse qui est en tant qu'objet perçu. Le continuum de la tasse en Voilà, tant c'est ça. qu'objet perçu et le continuum de la Voilà. conscience qui la réalise, les deux sont un même continuum. Mais c'est vrai qu'après, une fois qu'elle vit sa vie, c'est plus le même continuum d'objet perçu, exactement. En tout cas, par cette Donc conscience visuelle. Ouais, on peut pas dire que la tasse n'existe pas parce que je la vois pas. Donc c'est pas ça qui veut dire, quoi. voilà. Tout à Ah, fait, ok, exactement. C'est pas ça qu'il veut dire. Ça veut dire qu'il parle d'un continuum, d'un même type de perception. ok, Ouais. c'est C'est-à-dire que ça. quand on la voit là, quand on la reverra peut-être plus tard, etc., à ce moment-là, ce sera un autre continuum parce que c'est un continuum De la d'objets de perception. perception et de perception. Hum, Exactement. hum, Ouais. hum. Excellent, très bien, très bien. Excellent. Et donc en effet les moments ultérieurs sont des conditions subséquentes et plus des conditions valides. OK. Donc le sens approprié est donc qu'une condition valide réalise nouvellement son objet par son propre pouvoir. C'est ça qu'on avait vu plusieurs fois, ouais. Mhm. Par son propre pouvoir, c'est même dans la définition donnée par Kerubje. Ranwandu. Ouais, Ranwandu. Ouais, c'est la définition d'une condition valide pour Kerubje. C'est une condition valide qui, par son propre pouvoir, euh, détermine parfaitement son objet de compréhension, etc. Son objet parfaitement déterminé. Très bien. Donc c'est très similaire à condition nouvelle et infaillible. C'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu de dire nouvelle, il dit par son propre pouvoir. Il le dit littéralement. Mhm, mhm, mhm. Et non par la force d'une cognition valide antécédente qui l'aurait occasionné. Ouais. Excuse, Oui, nouvelle et par son propre pouvoir, c'est synonyme alors. exactement ici, dans ce cas-là, ouais.
Parce que moi, au départ, Mais pas toujours. pardon, Oui. je croyais que par son propre pouvoir, c'était lié à la faculté, en fait. Alors, Oui, la faculté, quand d'accord. on parle de la condition dominante, la Oui, définition d'une condition dominante, c'est ce qui produit directement et principalement, donc la condition dominante d'une condition visuelle qui appréhende du bleu, par exemple, c'est ce qui produit principalement et directement une cognition visuelle qui appréhende du bleu par son propre pouvoir. Ça veut dire qu'elle l'autorise, elle lui donne ce pouvoir, cette condition dominante. Donc ça veut dire ça aussi. Ouais, d'accord. par son propre pouvoir, on a vu aussi le doute. Dans la définition du doute donnée par Yang Zimpo-Butchok, il dit c'est une cognition qui hésite entre deux possibilités par son propre pouvoir. Ça veut dire encore autre chose. Ça veut dire que là, dans ce cas-là, c'est le facteur mental, ouais, la fonction cognitive ou le facteur mental qui a ce pouvoir-là d'hésiter entre deux possibilités. Donc, ça fait douter la conscience à laquelle ce doute est associé et les autres facteurs mentaux, etc., etc. Donc, par son propre pouvoir peut avoir plusieurs sens, en effet. Ah, ok. Ouais. Là, pour la cognition valide, ça veut dire que c'est elle qui réalise son objet dans son entité même. Ce n'est pas par le pouvoir d'une cognition valide qui l'a précédé, qui l'aura immédiatement précédé ou qui l'aura précédé même la veille. Mais Ouais. lié avec Noël, c'est quand même particulier. Enfin, je sais pas, moi, ça me fait bizarre, mais bon. Ouais. Mais bon, une fois qu'on le sait, on le sait, hein. Oui, Après, une fois qu'on le sait, ça va. Parce que sinon, en effet, c'est très important de bien cerner le contexte à chaque fois dans lequel on parle. C'est un petit peu comme cette histoire donnée par sa sainteté dans Dzogchen, l'essence du cœur de la grande perfection. Il parle d'un jeune Tibétain qui doit se marier avec la voisine, etc. Et les parents l'invitent. Et donc, il n'a pas l'air d'emblée, il n'a pas l'air très futé. Donc, ses parents à lui disent, OK, dès que tu verras la porte d'entrée, tu diras, ah tiens, c'est du chêne. Comme ça, ils verront que tu es plutôt malin. Et donc, il arrive euh, pour honorer l'invitation des parents de sa future mariée, etc. Donc, il voit la porte, il dit, ah, elle est belle cette porte. Ah, mais c'est du chêne. Et donc, les parents de la future mariée disent, ah, finalement, il est plus malin qu'il en a l'air. Puis à chaque fois, dès qu'il va voir du bois dans la maison, il dit, ah, c'est beau, ça c'est du chêne. Ah, ça c'est du chêne. Ah, ça c'est du chêne. Tout simplement parce que c'est du bois. Et là, ils se disent, bon, bah, finalement. Donc, c'est ce que dit Sasanté. Il dit, c'est pourquoi, dès qu'on trouve un mot dans la tradition bouddhiste, il faut toujours faire attention au contexte. Parce que sinon, ça ne veut pas toujours dire la même chose. Très bien. Donc, en effet, ici, par son propre pouvoir, ça veut dire que c'est pas par le pouvoir d'une cognition immédiatement antérieure ou même longtemps antérieure qui aurait induit cette cognition en particulier. C'est-à-dire qu'elle le réalise par son propre pouvoir et la cognition subséquente qui va suivre, elle va réaliser par le pouvoir de cette cognition valide. oui, oui, elle s'appuie sur elle pour le réaliser. Voilà, exactement. Ouais. Très bien. Donc dans ce cas-là, c'est causal, ça veut dire d'une certaine manière, ouais, subséquente et valide, c'est causal. Alors que par son propre pouvoir dans le doute, par exemple, le doute fait douter la conscience mentale, ou conceptuelle, si vous voulez. Mais dans ce cas-là, c'est pas causal. Ils sont une même substance, ils sont une même entité. Donc, Et, ils doutent en même temps. et inclus dans la conscience, c'est le facteur qui est associé à la conscience. En même... Voilà, exactement, tout à fait. Et quand c'est la condition dominante, là aussi, on pourra parler de causalité. Parce que la condition dominante, elle va produire immédiatement après la conscience correspondante. Et donc, elle va l'autoriser, elle va lui donner le pouvoir d'appréhender son objet. Donc, chaque moment de conscience est la cause de l'autre moment, en fait. Oui, 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 tout à fait. Exactement. Exactement. Mais après, c'est là où on peut se poser la question, est-ce que c'est la cause substantielle ou pas? C'est là où ça peut poser question. Mais en Mm. effet, chaque moment de conscience est la cause d'un autre. Et même, on pourrait dire que dans certains cas, ce sont des graines, des latences. Ouais. Par exemple, quand on s'endort, est-ce que notre conscience visuelle cesse d'exister pour autant? Non, elle a toujours son continuum, mais elle est sous forme de latence ou de graines. Et quand on se réveille, eh ben, cette latence va donner à nouveau notre conscience visuelle. Ouais, donc dans ce cas-là, c'est pas nécessairement une conscience qui produit une conscience. Ouais, mais et chez les Chitamatras, c'est encore pire. Ouais, justement, si je fais une parenthèse, là, j'ai réfléchi à quelque chose. Enfin, j'ai pensé à quelque chose. Tu disais que chez Shittamatra, tout était de la nature de l'esprit et que, Mm. en fait, les choses existaient à travers des graines. Mais ton portable, il n'existait pas au temps du Bouddha. Donc, comment Oui, cette graine, quelque chose donc, qui est extérieur, peut exister maintenant dans ton esprit? Comment quelque chose de nouveau, voilà. Ça me- ouais, ouais, c'est un bon argument qu'on peut adresser au Chittamatra, ouais. Comment est-ce qu'on peut parler des inventions?
Ouais, les trains n'existaient pas du temps du Bouddha, les ordinateurs n'existaient pas du temps du Bouddha, etc. Et donc, si on parle des graines de type similaire, ça veut dire que si là, on a la capacité de voir du rouge, c'est que par le passé, on a vu du rouge. Et D'accord? donc, quand on a vu du rouge et qu'on n'a plus vu ce rouge, c'est s'est transformé sous forme de graines qui va donner à l'avenir une nouvelle perception du rouge. Donc, dans ce cas-là, ça va parce que le rouge a toujours existé, il existera toujours, etc., d'une certaine manière. Mais on pourrait dire pourquoi pas dans un autre univers. Et ça pourrait être un contre-argument dans un autre univers de C'est Matrix, science-fiction. il faut que je le regarde ce film parce que Il faut voir Matrix. regarde. Dans un autre univers par le passé, etc. Peut-être qu'il y avait une civilisation plus évoluée, qui avait déjà des portables, etc. Et donc on en a déjà vu par le passé, et donc c'est sans début. Mais ça, c'est un peu hasardeux. C'est un peu- Parce qu'on ne peut pas le prouver. On peut pas le prouver. On peut pas dire, ah bah si, c'est sûr que dans une ère cosmique par le passé, j'étais dans un monde qui avait déjà des portables, des ordinateurs et des trains, etc. C'est difficile à prouver. Non, mais c'est pour ça l'histoire des graines en disant que rien n'existe à l'extérieur. Ça voudrait dire que déjà, on a le stock de toutes nos graines. Ouais. Et ouais, c'est comme si, alors peut-être parce qu'on a la nature du Bouddha, on est tous capables de tout percevoir, que tout existe dès le départ, Hmm. peut-être, j'en sais rien, mais c'est quand même très particulier. Donc moi, je pense quand même Oui, que c'est à l'extérieur. c'est très particulier. Et on pourrait dire aussi que euh, on pourrait aller dans l'autre sens en disant que oui, il est possible d'avoir des inventions, même chez les Chitamatrins, dans le sens où, par exemple, quand on rêve, des fois on rêve, et ce sont des souvenirs trafiqués. On retrafique des souvenirs. Ouais, dans ce qu'on a fait dans la journée, par exemple, cette nuit, j'ai rêvé que je marchais beaucoup parce qu'hier, je suis allé jusqu'à l'ESA. Ah, Donc, j'ai marché 4 ou 5 heures. Et cette nuit, j'ai rêvé que j'ai marché. Donc, que c'était pas le même endroit, etc. Donc, c'est un petit peu un souvenir transformé. Ouais. Les rêves, c'est un peu ça. C'est notre cerveau qui reformate nos expériences, etc. Et donc, pourquoi pas? On peut très bien avoir deux graines différentes qui vont peut-être germer en même temps et donner une nouvelle perception, une nouvelle cognition Hmm. avec son nouvel objet. Pourquoi pas? Et donc, ça peut autoriser, pourquoi pas, bien sûr, la conceptualisation et donc l'invention. mhm. Pourquoi pas? On pourrait aller dans le sens des Chittamatra ou dans le sens, au contraire, des Madhyamika en disant non, non, comment prouver que on a nécessairement vu la même chose par le passé, etc. C'est Bah, difficile, hein. j'avais entendu une fois une théorie comme ça, c'était en fait l'homme ne peut rien inventer dont il est potentiellement capable, notamment le téléphone, parce que potentiellement il est capable de faire la télépathie. Alors je sais pas, mais c'est un peu, ça rejoint un peu cette idée-là, quoi, de si enfin, parler par distance à des gens, il paraît que certaines personnes le peuvent, donc c'est pour ça on arrive à inventer un téléphone, quoi. L'homme Mhm. ne peut rien inventer dont il est potentiellement capable en tant D'accord. que et en parfait, quoi. Je sais Ok. pas, c'est un truc que j'ai entendu qui va un peu dans ce sens-là, quoi, Ouais. ça me semble un peu bizarre quand même, quoi. Ouais, ça mérite d'être creusé. Ça mérite d'être creusé, en effet. Parce que, par exemple, euh, on peut inventer, bien sûr, est-ce que l'homme est capable de voler? Alors après, oui, on dira oui, la lévitation, etc. Il y en a qui le Ah ben, font. ouais, mais Ok. c'est un peu l'idée là, quoi. Donc du coup, moi je trouve ça me semble Ouais. bizarre quand même. Oui, mais ça, c'est quelque chose de. C'est pas matériel comme euh, tous Il les autres. matérialise sur les potentialités, quoi. C'est ça l'idée. Oui, Hmm. je sais pas moi, ça me paraît. Enfin bon, voilà, c'était une parenthèse. Ok. Ok. On y reviendra parce qu'on va peut-être, si après connaître l'esprit, on étudie les écoles philosophiques, à ce moment-là, je prendrai le texte de la Madhyamaka que je retraduirai. Parce que je l'avais déjà retraduit pour la FPMT, pour le PEBA. Mais il y a peut-être un copyright, donc à ce moment-là, je le retraduirai. D'ailleurs, cette traduction ne me satisfait pas totalement. Donc je le retraduirai, comme ça, il n'y aura pas de copyright, on pourra l'utiliser comme on veut. Voilà, c'était juste une parenthèse aussi. Impeccable. Donc, en effet, c'est par son propre pouvoir, c'est ça que veut dire. Ouais, nouvelle et infaillible, ouais, nouvelle. Ok. Donc, nous pouvons donc distinguer entre le second moment d'une conscience omnisciente qui est valide, parce qu'elle réalise nouvellement son objet par son propre pouvoir, et le second moment d'une perception directe sensorielle, donc d'un être ordinaire, j'imagine, qui est une cognition subséquente.
parce qu'elle s'engage vers son objet uniquement par la force d'une condition valide antécédente, son premier moment, bien que son objet soit un phénomène nouvellement réalisé. Ouais, parce que même si vous avez le premier moment de conscience visuelle, donc on ne parle pas des êtres omniscients, parce que pour les omniscients, même la conscience visuelle est toujours valide de toute façon. Mais ici, si on parle d'un être non Bouddha, il faudrait le rajouter d'ailleurs. Dans ce cas-là, sa perception visuelle au premier moment est une cognition valide, le second moment est une cognition subséquente. Et comme la tasse aura changé, la cognition subséquente réalise un nouvel objet. Mais elle ne le réalise pas nouvellement. Pourquoi? Parce qu'elle n'est plus une cognition valide. Elle ne le réalise plus par son propre pouvoir. C'est Tu comme peux ça répéter, qu'on pourrait... tu peux répéter ton raisonnement, s'il te plaît? Ça veut dire que la tasse, comme elle change d'instant Oui, en oui. instant, elle est nouvelle à chaque instant. Ouais. Ouais. Donc la cognition subséquente, elle réalise un nouvel objet. Mm. Mais elle ne le réalise pas nouvellement, dans le sens, elle ne le réalise pas par son propre pouvoir, puisque c'est par le pouvoir de la cognition valide antécédente, tout simplement. Mm. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Quand il dit dans la dernière phrase, euh, ok. Et donc, en effet, ok, ça c'est. Et le second moment d'une perception directe sensorielle, ouais, par exemple une perception visuelle qui réalise une tasse. Donc, ce second moment, pour nous, c'est une cognition subséquente, ouais, parce qu'on n'est pas des Bouddhas. Ouais. Ok, c'est une cognition subséquente parce qu'elle réalise ce qui a déjà été réalisé. Très bien. Qui est une cognition subséquente parce qu'elle s'engage vers son objet uniquement par la force d'une condition valide antécédente. C'est la condition valide première qui réalise d'abord la tasse et ensuite, grâce à elle, on a la condition subséquente. Très bien. Donc, c'est le premier moment. Bien que son objet soit un phénomène nouvellement réalisé. La cognition subséquente, elle réalise un nouvel objet. C'est pour ça que quand on regarde quelque chose longtemps, donc normalement le premier moment est valide, les deuxièmes seraient subséquents, mais en fait, plus tu le regardes, plus l'identification est meilleure en fait. Plus tu es capable. Alors, ouais, dans ce cas-là, ce sera la distinction qu'on verra juste après, les Ah bon. cognitions auto-certifiantes et les cognitions valides hétéro-certifiantes. Là, il les appelle autrement dans le texte. Mais c'est un peu le même principe. Par exemple, si on regarde de loin, on regarde une couleur rougeâtre, donc on certifie que c'est du rouge. Mais on n'a peut-être pas encore certifié que c'était la couleur du feu. Par contre, si on se rapproche, en effet, les moments ultérieurs vont réaliser plus que ce que réalisait le premier moment, comme tu le dis. Ouais, ce que je veux dire, si tu regardes un tableau, donc le premier moment, tu passes de. Enfin voilà, mais après, plus tu vas regarder précisément le truc, le tableau, plus ton identification va être précise parce qu'en fait, à chaque fois, le Oui. moment est différent et à chaque fois, tu vois, c'est pas la transformation, mais des points que tu n'avais pas vus, en fait, des Tout à fait. éléments que tu ne vois pas. Exactement. Donc, dans ce cas-là, ils diront que les moments ultérieurs ne sont pas appelés des cognitions subséquentes, mais des Ah bon. cognitions valides qui certifient mieux que ce que certifiait la première. Et ben, pourtant, c'est toujours le même courant de conscience si tu regardes pas autre chose. Oui, exactement. Sauf que là, il y a quelque chose de plus qui est réalisé. Donc, s'il y a Mhm. quelque chose de plus qui est réalisé, c'est plus exactement le même objet. Ah d'accord. Ouais. Et C'est comme. donc, c'est Mais pardon. c'est comme ça qu'ils vont l'appeler après. C'est dans les pages d'après qu'on verra. Euh, Voilà, vers les pages 174-175, les conditions valides qui induisent l'authentification, donc la certification par elle-même, et les conditions valides qui induisent la certification par un autre. Donc moi, je les appellerai les conditions valides auto-certifiantes et les conditions valides hétéro-certifiantes. C'est-à-dire que, bah, exactement comme le tableau, on voit le tableau général, donc là, c'est une condition valide, mais on n'a peut-être pas réalisé de qui était le tableau. Et après, on regarde dans un coin du tableau, tiens, on voit, il est marqué Velázquez ou, je sais pas, Renoir, etc. Et là, on réalise que le tableau est de Renoir. Donc, c'est une nouvelle cognition valide, c'est plus une cognition subséquente, parce que on Mhm. réalise quelque chose de plus, on réalise la nature finale du tableau d'une certaine manière. Oui, Oui, alors, donc, si je. Et puis bien, comment, je sais pas si j'ai bien compris. La subséquente, en fait, c'est elle qui m'empêche, quelque part, de voir l'impermanence subtile. oui. Parce que c'est subséquent. Donc, je reste sur ce que j'ai vu, je reste là-dessus. Mais du coup, je ne peux pas rentrer plus dans le détail. Donc, du coup, je ne peux pas, par exemple, voir l'impermanence subtile. Est-ce que c'est bien ça? On pourrait dire ça. On pourrait dire ça. Si on parle des subséquentes directes, en Oui. effet, parce que comme l'objet
le continuum de l'objet est très similaire, il est fait d'instants qui se suivent, Voilà. qui sont très très similaires. Ouais, c'est ce que dira Geshe-Dreyfus dans Recognizing Reality. Il dit Jawa Shenjung. Jawa Shenjung, ce sont des moments autres qui surviennent, qui surgissent, mais qui sont quand même similaires. Et donc c'est tellement similaire qu'on a l'impression que c'est la même tasse depuis tout à l'heure, alors qu'elle a Exact. changé. Exactement. Donc là, on pourrait dire que c'est un défaut dans la cognition subséquente, parce qu'elle elle n'est pas yogique ou elle ne réalise pas la vraie nature de l'objet. Et c'est aussi un défaut du point de vue de l'apparence, parce que l'apparence, elle donne une certaine stabilité là où il y en a pas en réalité. Exact. Ouais. Ok. Ouais. Ok. Ok. Donc en effet, la cognition subséquente, on pourrait dire, si on parle d'une cognition yogique qui réalise l'impermanence subtile, dans ce cas-là, est-ce qu'elle peut avoir des moments subséquents? Oui, c'est la question que j'ai. Ouais. Ce serait difficile à dire, parce qu'à chaque fois, elle doit réaliser cette impermanence subtile qui se renouvelle à chaque instant. Et donc, de ce point de vue-là, on pourrait dire pourquoi pas, chaque moment d'une perception yogique directe qui réalise l'impermanence subtile doit nécessairement être valide. Pourquoi pas? Ça pourrait être un bon argument. Mais est-ce que les autres antikas sont prêts à le dire? C'est difficile à dire. Parce qu'il y a quand même le premier moment et les moments ultérieurs. Et les moments ultérieurs réalisent cet objet en dépendance du premier moment. Donc peut-être que les autres antikas diront qu'il y a quand même une distinction entre perception yogique valide et subséquente, D'accord. même dans Ok. l'impermanence subtile. Mais en effet, la cognition subséquente, elle ne fait que réaliser ce qu'avait réalisé le premier moment, donc la cognition valide, alors que si on réalise quelque chose de plus, dans ce cas-là, c'est une nouvelle cognition valide. Comme Ah le ouais, tableau donc de Velázquez. ça duplique l'image à l'infini, en fait. Oui, ou alors on pourrait dire parce que quelque chose de plus a été réalisé, par exemple la nature finale de l'objet. Ouais, dans les textes, ils disent par exemple, vous voyez le soir, la nuit, vous voyez une tache orange, rouge, et donc ça, vous le réalisez visuellement. Donc vous avez réalisé une couleur, tout va bien. Mais vous n'avez peut-être pas réalisé que c'était la couleur d'un feu. Et donc quand vous vous rapprochez, que vous dites, ah mais tiens, c'est du feu qui est là, que je vois, à ce moment-là, cette cognition valide nouvelle, elle certifie la nature finale de la couleur rouge. C'est la couleur rouge du feu. Et donc, c'est pourquoi c'est une cognition valide qui est une hétéro-cognition valide d'une certaine manière. Elle certifie ce que l'autre, la première, avait certifié, mais elle certifie la nature finale de l'objet. Ok. Ok. Donc, c'est plus du tout le même type d'objet parce que là, quand on réalise la tasse, bah, c'est toujours la tasse. Il n'y a rien de plus qui est réalisé. Par contre, On ne si sait pas ce après, qui est dedans. tiens, on ne sait pas ce qu'il y a dedans exactement. Là, c'est du café soluble avec du lait. Mais si, qui est froid maintenant d'ailleurs. Et donc, si en effet, si on se dit, tiens, si par exemple, imaginons que ça vienne du potier d'en face, c'est pas le cas, mais imaginons que ça vienne du potier d'en face. Si on regarde la tasse et qu'il y a marqué il y a la signature, là, on va réaliser que c'est la tasse fabriquée par le potier d'en face. Et donc là, on aura une cognition valide ultérieure qui va réaliser la nature finale de la tasse. Alors qu'avant, la cognition subséquente ne faisait que réaliser la tasse et c'est tout. Ouais. Euh, Tu dis Oui, final, mais je dirais supplémentaire, pas final. Parce Oui, que je ne eux, ils connais pas disent tout non plus. exactement. Eux, ils vont dire final dans le sens où, C'est en là que je effet, m'arrête. c'est parce Mm. il y a pas plus loin, c'est la nature de la tasse, elle est fabriquée, Ok. ou elle appartient à telle personne, ou elle a été fabriquée par telle Ok. personne. Ok. Là, dans les textes, ils disent le feu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de plus que le feu, en fait. Ils vont dire c'est la couleur Mm. rouge du feu. Après, est-ce que c'est un feu de bois, feu de paille, Mm. etc. Là, on pourrait débattre. On pourrait dire, ah, mais oui, c'est pas encore la nature finale du feu, parce qu'on ne Mm. sait pas de quel Mm. feu il s'agit. Mm. Mm. Pourquoi pas? Ouais, on pourrait débattre comme ça, exactement. Ouais, ça vous parle? Mm. Ok, très bien. Très bien, très bien. Et donc, on a passé une page. Oh là 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 là. Et on a encore du temps. Oui, c'est merveilleux. Très bien. Afin de comprendre ce que signifie opérer par son propre pouvoir, on peut s'appuyer sur l'exemple d'un Bouddha. Quand un Bouddha enseigne le dharma, je préfère dire le dharma que la doctrine. Je trouve que la doctrine, ça fait juste quelque chose de philosophique et c'est rien d'autre. Alors que le dharma, Mm. c'est plus profond que ça. Il y a aussi le dharma de réalisation. Enfin bon, c'est juste un point personnel. Donc quand un Bouddha enseigne le dharma, c'est par son propre pouvoir. Mais quand les gens comme nous-mêmes enseignons, c'est par le pouvoir d'autrui, par le pouvoir du Bouddha, jusqu'à notre maître, en passant par toute la lignée. Le Bouddha Mm. introduit un dharma et les maîtres la commentent par la suite, le commentent par la suite. Nous parvenons à une certaine mesure de compréhension
Développons la foi sur cette base et pouvons ensuite l'expliquer à autrui. Ouais, c'est un petit peu comme ça. C'est ce que dira Vénérable Geshe Damdul. Il dit la même chose. Il dit, par exemple, vous avez Einstein. Einstein, il a réalisé la relativité par son propre pouvoir. Et les physiciens ultérieurs réalisent la relativité par le pouvoir d'Einstein. Donc, c'est pourquoi le premier, c'est la condition valide, et les moments ultérieurs, c'est les conditions subséquentes. C'est un petit peu comme ça qu'on peut l'expliquer. Ouais, très bien. Très bien, très bien. Et ensuite, vous connaissez parfaitement la division des conditions valides. Vous les connaissez par cœur. Elles sont divisées en combien, les conditions valides? Une Valide. condition valide, ça peut être une condition inférentielle qui est, Oui, comment dire, direct, hein, qui est inférentielle. valide si elle respecte les... Voilà, exactement. Inférentiel ou direct. Mm. Ouais, ça joue. Mm. Voilà. Ce sont les deux. Une condition Oui, valide, c'est une condition. oui, Sabine, je t'entends pas très bien. Mm. Tu entends? Là, c'est mieux, oui. Ah, une condition valide, c'est aussi une condition yogique. Une condition yogique est valide. Oui, elle est ou elle peut l'être. Une condition valide, elle, yogique, elle l'est Oui, obligatoirement. oui. Si elle est yogique, non? Il réalise bien son Alors, objet à chaque fois. Quand il oui, est en alors méditation. c'est ce que dira Venerable Geshe Damdul, mais j'ai l'impression qu'il parle dans un contexte particulier de la condition yogique directe qui réalise la vacuité pour les prasangika. Parce que pour les prasangika, même les moments subséquents d'une condition yogique, d'une condition valide yogique, sont des conditions valides. Toutes les conditions subséquentes sont des conditions valides pour les prasangika. Donc j'ai l'impression qu'il parle dans ce contexte-là, ou peut-être qu'il utilise un manuel spécifique, celui de Panchen Sonajaka, qui dirait que les conditions yogiques sont nécessairement des conditions valides, mais il faudrait le vérifier. Parce que normalement, dans les textes qu'on a ici, par exemple, quand on avait les perceptions directes au début du texte, on avait en effet les divisions des perceptions directes en conditions valides, conditions euh, subséquentes et conditions inattentives, ouais, sauf la perception yogique qui, elle, n'est jamais inattentive. Mais dans ces textes-là, ils sont capables de dire malgré tout que la perception directe yogique peut être valide ou subséquente. Ouais, les moments ultérieurs sont subséquents. Ils continuent de réaliser leur objet, mais ils ne les réalisent plus nouvellement. Ouais. Alors ça, il faudrait retrouver dans le texte. Euh, Je pense que c'est vers la fin de la perception directe. Ok. Où il le dit quelque part. Ouais, perception, ok. Parce qu'après, il y a les factices. Donc ça, c'est ok, on a compris. Les factices, c'est les non-perceptions directes. Mais normalement, alors peut-être qu'il le dit dans chaque chapitre des perceptions directes. Par exemple, l'autocognition, etc. Et ensuite, ce qu'il y a, il donne les divisions. Perception directe yogique. Ah, ok. Voilà, perception directe yogique. Ce qu'il le dit. Lorsque les perceptions directes yogiques sont divisées, elles sont au nombre de trois, celles des Shravaka, ok, des Pratyekabuddha et des Mahayanis, très bien. Très bien. Il faudrait que je regarde pour la fois prochaine. Mais normalement, en effet, les perceptions yogiques peuvent être divisées en ces deux, ouais. Conditions valides et conditions subséquentes. Perception directe, sensation alimentaire, ok. Ouais, je regarderai pour pas vous faire perdre du temps. Mais normalement, vous savez que quand une perception directe, quand elle réalise nouvellement, c'est une condition valide. Quand elle réalise mais plus nouvellement, c'est une condition subséquente. Et quand elle ne réalise même pas, elle est inattentive. Ouais. Et en effet, Acharya Dharmakirti dira que les, les sages, la condition des sages réalise tous ces aspects
Ouais, l'ordre Chamberton Nava Tanchenya Parche. Ouais, ça, c'est la citation qui est utilisée dans les textes pour dire que la cognition, la perception directe yogique n'est nécessairement pas inattentive. Ouais, elle doit réaliser nécessairement tous les aspects de son objet. Mais ça ne veut pas dire qu'elles doivent les réaliser nouvellement. Ouais, non? Ok. Mais en effet, ce que dit Si, si, mais pour Venerable les autres, Tibet House, si, si. oui, oui, pardon. Donc, le premier moment d'une temps yogique est valide. Oui, le premier moment d'une perception directe yogique est valide, exactement. Nécessairement. Ouais. Si on veut jouer. Ça, c'est obligatoire. Donc, la division des conditions valides, alors, c'est. Alors, les divisions des conditions valides, elles sont doubles, comme on a dit tout à l'heure. La condition valide directe et la condition valide inférentielle. Ouais, ça joue. Mhm, C'est-à-dire qu'une condition mhm. valide directe, c'est pour Yonzin Pulbuchok une condition libre de conceptualisation, nouvelle et infaillible. Ouais, ça c'est pour Yonzin Pulbuchok, perception directe valide et cognition valide directe sont équivalents. Perception directe valide, Redis, s'il te plaît, parce que chaque fois je mets lourd là-dedans. perception directe valide Sont bien valides. et cognition valide directe, Oui. ouais, sont équivalents pour Yonzin Pulbuchok. Et pour qui c'est pas. Pour moi, c'est équivalent, mais pour qui c'est pas équivalent? C'est ça la question. Par exemple, à Tibet House, le Vénérable Ganlandul, pour lui, une perception directe valide, c'est ce que nous, on appelle une perception directe. C'est Ah une oui, c'était condition, Jonathan qui avait aussi. oui, C'était ça le truc de Jonathan. Ok. ouais, une Qui condition avait. libre de conceptualisation et non erronée. Une Mhm, mhm. condition libre de conceptualisation et non erronée, c'est la définition de quoi? Condition libre de conceptualisation et non erronée, de perception Perception directe. directe. Non Voilà, erroné, c'est perception une condition directe. valide. C'est ce que nous, on appelle ici des perceptions directes. Oui, pour Mais moi, c'est une Vénérable perception. Ganlandul les appelle perceptions directes valides. Donc, oui, oui, c'était ça. Oui, Ouais. C'est juste une question de terminologie. oui, oui, Alors que oui. nous, chez Yongzin Pulbuchok et avec la Télébotche, une perception directe valide, c'est nécessairement une condition valide directe. C'est une condition libre de conceptualisation, nouvelle et infaillible. Mhm, Alors que à Tibet House, non, c'est juste une perception directe valide, c'est juste une perception directe chez nous. C'est une condition libre de mhm, conceptualisation et non erronée. mhm, Donc, si on comprend bien les définitions, on n'est pas trop perturbé. Mais si on est juste sur le terme, la terminologie, là, ça peut vraiment nous poser des problèmes. Ouais. Ok. Donc, perception directe, vous savez ce que c'est? C'est quoi la définition de perception directe? nouvelle et infaillible. Ah, Non, ça y est. ouais, Une perception directe? ouais. Bah, perception d'un nouvel et infaillible. Ah, Elle est infaillible, mais non, mais du coup, je m'en mêle, je sais plus. ok. Donc, ça veut dire que si c'est une perception directe, c'est nécessairement une condition valide. Non, elle n'est pas forcément. Elle Il y est a une trompestabilité. infaillible, elle ne se trompe pas. Elle réalise son objet, donc elle est infaillible. Donc, une perception directe ne peut jamais, ne peut pas du tout être inattentive. Mais elle est plus valide si elle se trompe. Alors, une perception directe ne se trompe jamais, n'est jamais erronée. Même si elle se trompe vis-à-vis de son objet d'engagement, c'est pas, on peut pas l'appeler une perception directe. Donc Donc, c'est non non, conceptuel une perception non. directe. Peut-être qu'on devrait faire une petite révision par rapport à ça, ouais. Vous savez que on a accès à l'univers par deux moyens très importants, qui sont soit des perceptions directes, donc soit des cognitions qui sont non conceptuelles, soit les cognitions conceptuelles. Soit on passe par nos sens, en gros, hein, parce que ça c'est superficiel, soit on passe par nos sens, soit on passe par la conception. Donc soit on passe par la perception, soit par la conception, vous êtes d'accord? Mhm. Ok, Oui. très bien. Et donc, si on met de côté la conception, dans ce cas-là, on peut parler des perceptions directes. Même si ce n'est pas nécessairement le cas, il y a aussi les cognitions fausses non conceptuelles, mais si on parle de manière générale, on dira il y a la perception directe. La perception directe visuelle, auditive,
olfactive, gustative, tactile, mentale, autocognitive, yogique. Ouais, donc on peut les diviser en 4 générales. Perception directe sensorielle, perception directe mentale, perception directe yogique et perception directe autocognitive. Autre- Ouais, ouais, l'autocognition. Et donc, Hmm. une perception directe, c'est défini comme étant une cognition libre de conceptualisation et non erronée. Ouais. C'est-à-dire qu'une perception directe est Oui, directe. Directe, ça veut dire que c'est oui. non conceptuel. Et Acharya Dharmakirti rajoute en plus non erroné. Ouais, dans le Nyaya Bindu, par exemple, dans le premier chapitre du Nyaya Bindu, il le dit littéralement. Ouais. Kalpana Podam Abrantam. Ouais, il dit littéralement le pratyaksham, la perception directe, est libre de conceptualisation, Kalpana Podam, et non erroné, Abrantam. Ouais. Perception directe égale cognition libre de conceptualisation et non erronée. Ouais, ça, il faut l'apprendre par cœur. Ouais. Hmm. Sauf que dans à Tibet House, pour les gens qui étudient avec Venerable Gandalf, cette perception directe qu'on vient d'évoquer, lui, il va l'appeler perception directe valide. C'est juste une question de terminologie. La définition est exactement la même et lui, il va l'appeler autrement. Ouais, c'est juste une question de terminologie, mais ça, c'est tout à fait normal. Quand on étudie à la FPMT, quand on étudie à l'US, quand on étudie à Tibet House, etc., on a de toute façon différentes traductions, différents vocabulaires, c'est tout à fait normal. Et, pour lui, il dit perception directe valide parce que comme la première, elle est non erronée et que l'objet d'engagement et l'objet de compréhension sont le même, elle est obligatoirement valide, c'est pour ça? Non, non, ça veut dire que lui, il dit perception directe, valide. Direct, ça veut dire libre de conceptualisation, et valide, ça veut dire Oui. non erroné. Alors que pour lui, il y a des perceptions directes qui sont erronées. Nous, on les appellera des cognitions fausses non conceptuelles. On ne peut pas les appeler des perceptions indirectes. Mhm. Hmm. Ouais, donc ça veut dire que ici, il faut bien garder surtout à l'esprit les définitions, parce que les termes peuvent vraiment nous perturber. Si on garde vraiment la définition, c'est quoi la définition d'une perception directe? Une cognition libre de Libre. conceptualisation Ouais, et non erronée. oui. Exactement. Ouais. Gendandul, lui, va les appeler des perceptions directes valides pour insister sur valide dans le sens non erroné. Mm. C'est ça que ça veut dire. Perception directe, ça veut dire cognition libre de conceptualisation. Et perception directe valide, les cognitions libres de conceptualisation et non erronées, à Tibet House. Mais ici, avec nos classes à nous et à la FPMT en général, de toute façon, les perceptions directes, il n'y a pas besoin de marquer valide. Parce que c'est juste cognition libre de conceptualisation et non erronée. Donc voilà, ce sera redondant de le dire valide parce que c'est non erroné dans la définition. Alors, ce serait plus que redondant, ça voudrait dire que si on parle d'une perception directe valide, c'est une autre définition chez nous. Ce sera une cognition libre de conceptualisation nouvelle et infaillible, parce que c'est une cognition valide. D'accord. Ouais. Si par exemple, si par exemple vous voulez du thé avec du miel, il faut que vous ayez nécessairement dans votre tasse la définition du thé et la définition du miel. Vous êtes d'accord? Il Mm. faut qu'il y ait nécessairement les deux définitions associées l'une à l'autre. Ouais, donc ici, dans nos classes à nous, si on met de côté Tibet House pour l'instant, si on parle d'une perception directe valide, c'est à la fois une perception directe et une cognition valide. Donc il faut qu'elle ait les définitions des deux. Mm. Mhm. Ouais, donc il faut que ce soit une cognition libre de conceptualisation. Ici, avec la Rinpoche, c'est une cognition libre de conceptualisation et non erronée, parce que ça définit sur une perception directe, et nouvelle et infaillible pour qu'on ait une perception directe valide. Ouais. Mais pourquoi il y a tant de différence? Enfin, je veux dire, on est à la même époque, enfin pas la même époque, mais oui, si tu dis qu'à la FMP, c'était la, je sais pas, enfin bon, bref, La FPMT. ceux qui prônent le Mayana, là, euh, et puis maintenant, Tibet House qui fait cette différence, donc il doit bien avoir une raison. Il y a plusieurs raisons. C'est que tout le monde ne s'appuie pas sur les mêmes manuels. Par exemple, à la FPMT, souvent les manuels, ce sont ceux de Seradje, un collège de Sera, le monastère de Sera.
Et Tibet House, Vener Gendadul s'appuie surtout sur les manuels de Panchen Sonadrakpa à Drepung Lossaling. Ouais, comme il a dit au cours d'une classe précédente, qu'il a étudié à IBD, l'Institut de dialectique bouddhiste à Dharamsala. Et ensuite, cet institut de dialectique bouddhiste qui est juste au monastère de Sasanté, c'est juste une autre partie du monastère de Sasanté, ils ont, c'est une antenne de Drepung Lossaling. Donc ensuite, quand ils deviennent geishés, ils vont passer le diplôme de geishé à Drepung Lossaling. Et donc, ils s'appuient sur les textes de Drepung Lossaling. Voilà, le collège Lossaling du monastère de Drepung. Donc, c'est pourquoi ils n'ont pas les mêmes manuels chez les Gelugpa, c'est pas monolithique. Souvent, on dit, ah oui, Kagyupa, Nyingma, Sakyapa, Gelugpa, etc. Mais parfois, il peut y avoir des définitions chez les Kagyupa qui sont très proches de certains Gelugpa et pas nécessairement d'autres Gelugpa. Pourquoi pas? C'est tout à fait possible. Mais là, c'est une Comme ça, question ils de... sont Ouais, de quoi pour débattre, quoi. c'est pour débattre, c'est pour être sûr qu'on parle bien du bon truc. Et en effet, Gendandul, a été traducteur pendant longtemps de sa sainteté Dalai Lama, il est un traducteur professionnel, donc il sait exactement de quoi il parle. Il est tibétain, c'est sa langue maternelle. Et en plus, il est très bon en anglais parce qu'il a étudié à Cambridge. Donc il a un très bon anglais en même temps. Donc c'est pourquoi ce qu'il dit n'est pas faux par rapport à la FPMT. Ce que dit la FPMT n'est pas faux par rapport à ce qu'il dit lui, c'est juste qu'il y a différentes nuances, en fait. Mais si vraiment on s'en tient en définition, mais de toute façon, c'est comme tout à l'heure avec l'histoire du bois. C'est pas parce que c'est du bois que c'est nécessairement du chêne. Ouais, donc c'est pas parce que c'est une perception directe valide que c'est pas parce que c'est une perception directe que c'est nécessairement une perception directe valide, par exemple. Donc Si, en fait, il faudrait dire selon telle école, une perception machin directe, c'est ça. Enfin, il faut bien remettre dans le contexte en fait. il faut juste garder le contexte. Ça veut dire que ici, avec la télébotche, c'est le vocabulaire qu'on emploie surtout à la FPMT. Même si moi j'emploie certains vocabulaires qui ne sont pas nécessairement ceux de la FPMT parce que je peux me le permettre, c'est mes classes à moi, c'est pas, je dépends de personne dans ce cas-là. Je suis mon propre patron, je fais ce que je veux. Donc les définitions que je vous ai envoyées sur l'ORIC, etc., c'est des définitions qu'on emploie à la FPMT parce que pour le PEBA, j'étais facilitateur à Nalanda et donc on avait ce vocabulaire-là et on avait une standardisation à la FPMT en dépendance de ce vocabulaire-là. Donc la plupart des termes qu'on emploie, c'est ceux de la FPMT. Mais même si des fois je rajoute des petits trucs dans nos classes à nous. Mais quand on est à Tibet House, qu'on étudie avec General Gandalf, il faut garder son contexte à lui. Sans oublier ce qu'on a étudié ailleurs, bien sûr, mais garder son contexte à lui avec son vocabulaire à lui, comme ça on est tranquille, on sait de quoi il parle. Ouais. Hmm. Nous, Mhm. on dira ici, D'accord. par exemple, c'est quoi la différence entre perception directe et cognition valide? C'est quatre possibilités, ouais. Hmm. Ouais, Hmm. c'est quatre possibilités. Et donc, Hmm. si on compare perception directe valide et cognition valide, trois possibilités. Ouais, Perception, correction, possibilité. Oui, ok. si c'est une perception directe valide, c'est nécessairement une cognition valide. Hmm. Ouais. Mais si c'est une cognition valide, c'est pas nécessairement une perception directe valide. Ça peut Oui, être une bien sûr, cognition oui. Hmm. inférentielle valide. Par contre, chez Ganla, chez Gandalf, une perception directe valide égale perception directe, Hmm. parce que c'est la même définition. Et donc, s'il compare perception directe valide et cognition valide, il dira pas 3, il dira 4. Hmm, 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 Ok. Nous, on dira 3. Si c'est une perception directe valide, c'est quoi la définition? C'est une cognition libre de conceptualisation non erronée, hmm. nouvelle et infaillible. Donc, c'est Elle est infaillible, nécessairement oui. une cognition valide. Hmm. On dira si c'est du thé au miel, c'est nécessairement du thé sucré. Hmm, hmm, C'est le même principe. hmm. Ouais, ouais, ouais. Ok. Mais Mais ça, si c'est du thé sucré, c'est pas nécessairement du thé au miel. hmm, hmm. Ouais, ça peut être sucré avec autre chose. Bah là, c'est pareil. Si c'est une perception directe valide, c'est nécessairement une cognition valide. Mais si c'est une cognition valide, c'est pas nécessairement une perception directe valide. Ça peut être une cognition inférentielle. Hmm, hmm, hmm. Ouais, ça joue. Ouais, ouais, Mhm. ouais. Ok, donc Oui, c'est c'est pourquoi. compliqué parce qu'on emploie toujours les mêmes mots et puis ça se répète et puis après on ne sait plus où on en est. Et puis ça va vite. Ouais, 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 ouais. Ça va vite. C'est vrai que je vais trop vite parfois, donc c'est bien de revenir à certains points. Donc peut-être pour la prochaine fois, avant d'entrer dans les conditions valides directes et inférentielles, on pourrait revenir sur quelques révisions et avec les définitions, essayer de discuter certains points comme ça pour être sûr de savoir de quoi on parle.
Ouais. Mhm. Parce que ici, dans notre contexte à nous, perception directe valide et cognition valide directe, c'est équivalent. Ouais. Je vais noter aussi. Cognition valide directe. Et perception directe valide. Ok. C'est exactement la même définition. Mhm. Donc pour nous, ici, c'est équivalent. Ouais. À Tibet Mhm. House, non. Parce que donc c'est pourquoi, quand on étudie à Tibet House, il faut garder le vocabulaire Tibet House quand on étudie ici avec le vocabulaire qu'on a ici. Et après, quand on se familiarise avec les définitions, on peut faire la comparaison sans problème. Parce qu'on n'est plus perturbé par les termes eux-mêmes. Souvent, on a tellement l'habitude d'être focalisé sur les termes eux-mêmes que, forcément, puisque c'est ce dont on a l'habitude dans notre vie au quotidien. Et Mhm. en entendant un terme, on comprend de quoi il s'agit, on a le sens à l'esprit, on a la définition à l'esprit. Dans ce cas-là, on est moins, comment dire, on est plus ou on est moins. Mhm. Ouais, ça joue. Ok, donc Non, non, perception directe valide, c'est c'est parce l'un qu'on des est types. débutant. Oui, Sabine? C'est parce qu'on est débutant. Quand tu es débutant, tu maîtrises pas assez les définitions et donc tu te concentres sur quelque chose. Tu n'as pas la capacité de d'avoir une vue plus large Oui, et donc tu peux pas voir les différentes cognition valide, perception valide, les directs, etc. Parce que oui, tu es centré sur un truc. Parce que déjà, tu oui, oui. maîtrises pas forcément toujours cette définition. Ouais, Elle c'est n'est pour pas ça qu'on... automatique, elle ne s'est pas installée Ouais, de façon thématique, tout à je fait. pense. C'est pour ça que normalement, ces thèmes-là sont vraiment faits pour débattre. C'est fait pour être Mhm. débattu, pour décrypter les définitions, etc. Et même souvent, au cours d'un débat, on commence par dire, je suis sûr que tu ne connais pas la définition de ceci et de cela. On Oui. commence la plupart du temps par les définitions, pour être sûr que les deux sont vraiment en train de parler de la même chose. Ouais. Mhm. Et après, bien sûr que grâce à ça, grâce à ces débats, on finit par bien comprendre les définitions et où s'arrête un phénomène et où est-ce qu'il commence, etc., où commence un autre phénomène, comme perception directe et cognition valide, on peut voir que ça s'overlappe, ça se chevauche. Il y a quatre possibilités. Ouais. Mais ça, c'est grâce au débat. C'est vraiment grâce à ça qu'on arrive vraiment à. Et c'est vraiment fait pour ça. Quand on regarde d'ailleurs le texte de la Bocchet, il parle beaucoup de débat. Il dit tel texte ici, tel texte dit ça, mais on peut dire ci et ça, et pas ci et pas ça, etc. Parce que c'est vraiment fait pour ça. Ouais. Mhm. Et par exemple, une fois, j'avais débattu avec le vénérable euh, Gen Tenzin Pemba, qui est à Paris, qui est un ancien moine de Goethe. Et une fois, on avait débattu à Pau, et il m'avait dit, donne-moi n'importe quelle définition. Parce qu'il était capable de débattre avec n'importe quelle définition, parce qu'il avait tellement l'habitude de débattre qu'après, c'était pas grave. C'était pas grave du tout. Mais au début, c'est vraiment important. C'est pour ça, les Tibétains, quand ils disent est-ce que tu étudies la philo, ils disent c'est ni Jangyewe. Est-ce que tu étudies les définitions? Ouais. Et cette fameuse école à Dharamsala, l'école de dialectique bouddhiste, on l'appelle Senyi-Lobcha en tibétain, c'est-à-dire l'école des définitions, littéralement. Ça veut dire l'école de philo, mais ça veut dire littéralement, c'est l'école des définitions. Et c'est pourquoi, à quel point c'est important, c'est de bien connaître chaque point de la définition. Mhm. Qu'est-ce que ça contredit? Qu'est-ce que ça inclut? Qu'est-ce que ça exclut, etc. Et ensuite, on peut jouer avec ces termes-là. Ouais. Mhm. Mais oui, c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'on entend, si on étudie plusieurs programmes, on peut entendre différents vocabulaires. Il n'y a pas eu de standardisation immense. Chez les anglophones, ils ont eu quelques réunions de traducteurs pour essayer de standardiser un petit peu. Mais tout le monde n'y a pas nécessairement participé. Et puis, les traducteurs gardent leur liberté de terminologie de toute façon. Et en français, ça a encore moins existé de toute façon. Donc, chacun utilise, si vous étudiez avec Vénérable Dapo Rinpoche, vous aurez un tout autre vocabulaire, etc. Et ça peut parfois un peu perturber. Mais si on voit vraiment de quoi il s'agit, normalement, ça devrait aider. Ouais. Ok, très bien. Donc, la fois prochaine, on essaiera de faire quelques révisions parce que sinon, on va avancer dans le livre et on risque d'être encore plus confus qu'à l'entrée, à la sortie qu'à l'entrée. Donc, ce serait vraiment dommage. Donc, la fois prochaine, on essaiera de comparer certaines notions pour être sûr de savoir de quoi on parle. Ouais, ouais, ça joue. Mhm.
Avec un, Mais- merci beaucoup. Merci. Un immense merci, prenez bien soin de vous. Et pour le bien de tous les autres, comme d'habitude. Ouais, excellente journée. Et peut-être à ce soir pour les débats, pour la suite Je sais des pas là. divisions du bipartite. Merci beaucoup. Bonne journée. Ciao, ciao. Merci, bonne journée.